Dans notre vue contemporaine sur notre fonctionnement psychologique, un rôle capital doit être attribué à Sigmund Freud. L'apport de Freud, dès le début du XXe siècle, est véritablement d'imposer les catégories de conscient et d'inconscient comme deux composantes essentielles de notre psyché et de souligner le rôle essentiel de nos pulsions, en particulier sexuelles, en tant qu'énergie de l'inconscient, qui depuis l'inconscient vient perturber le conscient. En le disant de façon un peu schématique, Freud voit le conscient comme la perception, ce qui en nous reçoit et traite les qualités sensibles du monde qui nous entoure. Nous pourrions dire que le conscient est omniprésent dans la réalité diurne. L'inconscient est le monde des pulsions que nous devons contenir pour ne pas en être débordés. Les développements théoriques de Freud se centrent sur les processus psychologiques liés aux pulsions. Freud parle avant tout du refoulement et nous pourrions ajouter que c'est par là que l'inconscient est omniprésent dans la réalité nocturne. En date de 1900, un des ouvrages majeurs de Freud, L'interprétation des rêves, qui est topique pour nous ici. Or, c'est dans ce livre que Freud précise que le rêve est lié aux pulsions. Le rêve est, dit-il, la voie royale vers l'inconscient. Mais dans la perspective de refoulement, qui est celle de Freud, les images du rêve sont essentiellement un déguisement de désir, surtout sexuel, inavouable au conscient. Freud parle de mécanisme de défense. Les images du rêve sont finalement l'expression d'une censure, dont la fonction, dit-il, est notamment de préserver le sommeil. À partir de là, l'interprétation d'un rêve consiste à remonter du rêve à ce qui est caché, généralement à des désirs inavouables. Le patient raconte son rêve et si dans ce rêve il y a un tabouret, on lui demande d'associer avec le tabouret, évoquer librement des souvenirs, des expériences et on remonte d'association en association qui vont assez vite quitter le tabouret vers le pulsionnel caché par le contenu manifeste du rêve. Alors, venons maintenant à Carl Gustav Jung, d'abord disciple de Freud et par la suite en rupture avec lui. Pour Jung, une fois qu'il a rompu avec Freud, le rêve ne censure pas. Les images oniriques proposent un autre regard, celui de l'inconscient, mais sans déguisement, sur la situation psychologique du rêveur. Les réflexions de Jung s'insèrent dans la suite de la distinction conscient-inconscient telle que définie par Freud, mais Jung conçoit l'inconscient de façon différente, lui attribuant une énergie non tant sexuelle, mais vitale, dans un sens plus large, tout ce qui est créativité. Selon Jung, il y a bien opposition entre conscient et inconscient, mais à l'image de toute la condition biologique et psychologique de l'être humain, l'homme est constamment pris parmi plusieurs forces psychiques qui cohabitent et s'opposent, forces qui s'expriment simultanément ou alternativement, en même temps complémentaires, à la recherche d'un dépassement, d'une synthèse. Jung dit que si l'on arrive à supporter, à porter un conflit de force en nous, quelque chose de nouveau est engendré et nous pouvons arriver à l'exprimer de façon créative. Le rêve peut être vu en lui-même comme une expression de cela et il en est ainsi de toute créativité artistique également. Donc pas refoulement et censure, mais confrontation de forces ou d'opposés qui engendrent du nouveau.
Celle de Jung est une perspective moins précise, mais plus positive de celle de Freud. L'inconscient y est vu dans son opposition, mais aussi dans sa complémentarité au conscient. Il ne s'agit pas tant de tenir en respect l'inconscient, mais de lui trouver sa place parallèle et complémentaire au conscient pour aller de l'avant. Dès lors, le rêve éclaire autrement que le conscient la situation du rêveur lui-même. Il s'agit surtout de faire vivre les images du rêve, sentir leur énergie vitale et pouvoir ainsi dialoguer avec elles.